C'est le début de soirée. Un homme est tranquillement chez lui quand il remarque une étrange clarté dehors. Cette lumière n'est pas normale. Ce n'est clairement pas un phare de voiture ni un lampadaire. On dirait du feu. Mais qui allumerait un feu à cette heure-ci? Poussé par la curiosité, l'homme sort pour enquêter. Ce qu'il voit le laisse complètement sans réaction. Une brouette en flammes. C'est déjà bizarre en soi. Mais ce qui sert de combustible à l'intérieur? Mec, cette image va le marquer pour le reste de sa vie. L'homme retourne en courant chez lui en criant. Et regardez, la brouette était loin d'être la seule chose traumatisante à cet endroit. Alors préparez-vous, car nous allons embarquer dans une histoire monstrueuse. Salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle affaire pleine de rebondissements. Tellement qu'on pourrait jouer au basket avec. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et ça garantit que vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Le décor Piñon Pines est une petite communauté isolée dans les montagnes, située entre les monts San Jacinto et Santa Rosa, en Californie. À seulement 20 minutes de voiture et 1200 mètres au-dessus de la chaleur étouffante de Palm Springs, c'est un monde complètement différent. L'air y est frais, les pins apportent une ombre agréable et tout est paisible. Dans ce coin perdu du monde, les voisins les plus proches vivent parfois à des centaines de mètres les uns des autres. Le signal de téléphone portable? Pratiquement inexistant. C'est le genre d'endroit où vous allez chercher la paix, loin de l'agitation de la ville. Un refuge où on vous laisse enfin tranquille. Mais ça, bien sûr, sans compter sur ce qui est sur le point de se passer. Dans la soirée du 17 septembre 2006, ce havre de tranquillité va se transformer en scène de crime. Ce soir-là, le soleil se couche et, selon les données de la NASA, la Lune est presque absente, plongeant la zone rurale de Piñon Pines dans une obscurité presque totale. Vers 21h30, un homme du nom de Timothy Summerlee aperçoit des flammes à près d'1 kilomètre de distance. Il tente d'appeler la caserne de pompiers locale, mais personne ne répond. On dirait ses services administratifs après 15 heures. Comme il n'arrive à joindre personne, Timothy décide d'aller voir par lui-même. Quand il arrive sur place, accompagné d'un autre voisin, qui se trouve être un adjoint du shérif à la retraite, il voit d'abord seulement des flammes sortant d'un conduit d'aération au-dessus du garage. Timothy crie, mais personne ne répond. C'est alors que quelque chose attire son attention dans la cour. Il s'approche et réalise que c'est une brouette avec de petites flammes qui s'en échappent. À l'intérieur, il semble y avoir un mannequin avec les bras levés, dans une posture figée par la chaleur. Sauf que Timothy réalise rapidement, ce n'est pas du tout un mannequin. Il appelle immédiatement les services d'urgence pour signaler ce qui ressemble à des restes humains dans cette brouette. L'appel au 911 est enregistré à 21h51 exactement, et les secours arrivent peu après. La découverte. La maison est déjà complètement envahie par les flammes. Les tuiles se soulèvent sous la pression de la chaleur. Le capitaine des pompiers fait un tour rapide pour évaluer la situation, et quand il arrive à la brouette en feu, les flammes sont encore plus hautes. En voyant le corps à l'intérieur, il ordonne à ses hommes de la refroidir immédiatement. L'équipe obéit aussitôt, asperge la brouette d'eau et de mousse extinctrice, puis s'attaque à l'incendie de la maison. Une fois toutes les flammes éteintes, le nettoyage commence. Au lever du soleil, 2 autres corps ont été trouvés à l'intérieur de la maison calcinée. Ajouté à celui de la brouette, ça fait 3 victimes au total. Une demande d'identification formelle est déjà en cours de traitement, mais les enquêteurs de l'unité des homicides du département du shérif du comté de Riverside savent déjà à qui appartient cette maison. Il s'agit de la propriété de Vicki Friedli, l'ex-femme d'un adjoint du shérif à la retraite qui d'ailleurs avait construit cette maison de ses propres mains. L'autopsie des corps révèle que les victimes n'ont eu aucune chance de survie. À l'intérieur de la maison, Vicki, 53 ans, a été tuée d'une balle dans la tête par une arme de calibre .40. À côté d'elle, John Hayward, son compagnon de 55 ans, est mort d'un coup de fusil de chasse en pleine poitrine. Quant au corps retrouvé dans la brouette, c'est celui de Becky, la fille de Vicki qui n'avait que 18 ans. Le corps de la jeune femme est tellement carbonisé que les médecins légistes ne parviennent même pas à déterminer la cause exacte de sa mort. Le côté gauche de son corps a été complètement brûlé. Quant les victimes, la question évidente est qui a voulu anéantir une famille entière de cette façon? Ron Friedli, le père de Becky et ex-mari de Vicki, avait pris sa retraite l'année précédente, en 2005, après 26 ans de service au sein du département du shérif du comté de Riverside. Lui et Vicki avaient divorcé après 13 ans de mariage, mais entretenaient une relation amicale. La mère de famille travaillait dans un grand magasin de la vallée. Quant à son compagnon John, il ne pouvait pas occuper un emploi conventionnel pour des raisons légales.
Les détails exacts de sa situation restent flous, mais plusieurs éléments permettent de mieux comprendre. Apparemment, John avait des dettes importantes qui l'empêchaient d'obtenir un emploi stable. Il était également connu pour avoir consommé de la drogue avec Becky et ses amis, ce qui suggère un passé potentiellement compliqué avec la justice. C'est pourquoi Vicky prévoyait d'utiliser la somme substantielle qu'elle devait recevoir du plan de retraite de son ex-mari Ron pour rembourser les dettes de John. L'espoir était qu'une fois libéré de ses dettes, il pourrait enfin décrocher un vrai travail. En attendant, John se débrouillait comme il pouvait avec de petits travaux de maintenance, essayant de faire rentrer un peu d'argent. Les finances étaient serrées chez les Friedli, au point que les filles aînées de Vicky, qui ne vivaient plus là, devaient fréquemment payer les mensualités de la maison à leur place. Becky vivait toujours dans la maison familiale et travaillait comme serveuse au Denny's situé au pied de la Highway 74, la route qui relie la vallée de Coachella à Pinyon Pines. Ce soir-là, elle devait prendre son service de nuit, mais elle ne s'est jamais présentée au restaurant. Et vous savez déjà pourquoi. L'enquête initiale. Dès le lendemain matin, les rumeurs commencent à circuler dans la petite communauté. Les spéculations vont bon train. Et si quelqu'un en voulait à Ron Friedli à cause de son travail dans la police? Quand on lui pose la question, Ron assure qu'il n'a jamais été impliqué dans le genre d'affaires qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir se venger de cette manière. Les enquêteurs examinent quand même cette piste, mais l'écartent rapidement. Après ça, les rumeurs changent de cible. Et si c'était Ron lui-même? L'homme est immédiatement interrogé par la police et passe un test polygraphique. Cependant, ses relevés téléphoniques le placent à 11 heures de route dans le nord de la Californie, au moment des meurtres. Il est donc rapidement éliminé de la liste des suspects. Mais pour les enquêteurs, dès le départ, une chose est claire. Becky était la seule véritable cible de ce triple meurtre. John et Vicky ne sont probablement que des dommages collatéraux, tués simplement parce qu'ils étaient là quand l'assassin a décidé de s'en prendre à la jeune femme. D'ailleurs, le corps de Becky a été placé dans la brouette devant la maison, à un endroit bien visible au bout de l'allée. Il était clairement possible de le voir depuis la rue, à moins de 80 mètres. Donc ça semble assez évident que le but était d'envoyer un message, de rendre les choses vraiment personnelles pour les premiers intervenants et pour la famille. Le message est clair. C'était elle notre cible. Nous n'étions pas là pour John et Vicky, seulement pour Becky. Une mise en scène, un message. D'accord, mais de qui? Et pourquoi? Voilà les questions qui tourmentent les enquêteurs. Et ce n'est que le début. L'ex-petit ami. Une fois l'identité des victimes confirmée, les enquêteurs commencent à creuser le passé de Becky. Rapidement, son cercle proche attire leur attention. Et quand je dis cercle proche, je parle de son ex-petit ami. Retour en janvier 2006, soit 8 mois avant les meurtres, c'est à ce moment-là que Becky met fin à une relation devenue toxique. À cette époque, Becky fréquente un certain Robert Pape depuis environ 15 mois. Il a 18 ans et leur relation a commencé alors qu'ils étaient encore au lycée. Au début, tout allait pour le mieux. Robert est probablement son premier amour, ce genre de relation intense qu'on vit quand on est adolescent ou jeune adulte. Malheureusement, quelque chose change avec le temps. Robert devient possessif, pour ne pas dire étouffant. Une amie de Becky raconte qu'environ 2 mois avant leur rupture, elle est partie en vacances avec Becky. Durant leur séjour, Robert a appelé sa petite amie entre 20 et 30 fois en une seule nuit, parfois à quelques minutes d'intervalle seulement. Écoutez, je pense que même moi j'aurais du mal à draguer un pingouin, mais laissez-moi vous donner ce conseil précieux. Ne faites pas ça. Bref, Robert veut absolument lui parler alors qu'elle est censée profiter de son temps avec ses amis, au point que ça vire au harcèlement. C'est très probablement pour cette raison que Becky décide de mettre un terme à leur relation en janvier 2006. Après ça, chacun commence à voir d'autres personnes de son côté. Becky sort même avec le cousin de l'un de ses meilleurs amis, un certain Javier Garcia, un jeune homme de la vallée de Coachella qui s'était lié d'amitié avec elle. Mais pas que, car même si Becky est en couple avec son cousin, Javier tombe amoureux d'elle. Et ça n'échappe à personne, car il la suit partout comme un petit chien perdu. Seulement Becky n'a jamais vu en lui un compagnon potentiel. Elle l'apprécie énormément, mais pas de cette façon-là. Encore un soldat tombé au combat. Ouais, parce qu'en d'autres termes, elle a bien mis Javier dans la friend zone. Javier a un réseau important dans la région. Son père, Javier Garcia Senior, est enquêteur au bureau du procureur du district et sa mère est membre de l'Assemblée de l'État de Californie. Après avoir rompu avec Robert, Becky finit aussi par se séparer du cousin de Javier. C'est là que quelque chose d'inquiétant se produit. 3 semaines avant sa mort, elle va voir une amie pour se confier, parce qu'elle a peur et a raison. Robert vient de lui dire que s'il ne peut pas la voir, personne ne l'aura.
C'est ce qu'on peut appeler une menace de mort à peine voilée. L'ami de Becky se souvient parfaitement de ces mots. Son ex n'arrivait pas à accepter la rupture. Il la voulait pour lui seul et refusait l'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. Becky lui avait même dit texto « Il a menacé de me tuer ». Sauf que, si ça l'angoisse effectivement au départ, la jeune femme ne prend pas vraiment ces menaces au sérieux. Becky est jeune et pense peut-être que c'était juste des paroles en l'air, le genre de truc qu'on dit quand on est jaloux et qu'on a du mal à se remettre d'une rupture. La nuit fatale. Les jours passent, c'était au début du mois de septembre 2006, Robert reprend contact avec Becky. Ça faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas vraiment parlé, et voilà qu'il appelle. Javier est témoin de ces appels. Il est présent quand Robert téléphone à Becky au moins 2 fois dans la semaine précédant les meurtres. Selon Javier, elle est très surprise, mais quand son ex lui propose de faire une randonnée de nuit près de chez elle, sur la propriété familiale à Pinyon Pines, elle accepte. Une randonnée nocturne dans les montagnes isolées, toute seule. Quand on regarde trop de true crime, on sait que c'est un plan qui pue le meurtre à plein nez. Au moins, ces vidéos servent à quelque chose, finalement. Avant de s'y rendre, Becky dit à Javier que Robert souhaite que son meilleur ami d'enfance, un certain Christian Smith, les accompagne. Et apparemment, ça ne la dérange pas. Au début de la conversation, Becky demande à Javier de venir avec elle. Mais quelques instants plus tard, elle se ravise et affirme qu'elle va y aller seule. Vu qu'elle et Robert ne sont plus ensemble depuis des mois, elle craint que sa présence ne rende les choses gênantes. Le 17 septembre 2006, Javier passe une bonne partie de l'après-midi avec Becky. Ils se parlent aussi plusieurs fois au téléphone ce jour-là. À 18h40, la jeune femme dit à son amie qu'elle a pris sa douche et enfilé sa tenue de randonnée. Becky vient de recevoir un appel de Robert, passé simplement pour lui confirmer qu'il était en route et montait la colline en direction de chez elle avec son ami Christin. Sauf que quand Javier essaie de rappeler Becky plus tard dans la soirée, il n'obtient pas de réponse. Ce n'est que tôt le lendemain matin qu'il apprend que quelque chose de terrible s'est passé. La maison des Friedli a brûlé et il y a eu des morts. Il l'a su soit par sa mère qui l'a vu aux informations, soit par son père, enquêteur au bureau du procureur, ou indirectement par un témoin sur place. En tout cas, Javier se précipite sur les lieux avec 2 amis pour voir ce qui s'est passé. Sur place, c'est le chaos. Des voisins sont là, il y a des journalistes et les véhicules des services d'urgence sont partout. Tout le monde parle du drame et dans la petite communauté, les détails se propagent rapidement. Informé du fait qu'il était avec Becky la veille au soir, Javier appelle Robert pour savoir ce qui s'est passé. Lors de cette conversation, ce dernier lui explique que la randonnée n'a finalement pas eu lieu parce qu'il l'a annulée. Becky voulait apparemment inviter plusieurs amis, des Marines, mais ça le mettait mal à l'aise alors il n'est pas venu. C'est du moins ce qu'il soutient, l'interrogatoire. Mais les enquêteurs ont des questions, et ça tombe bien, car le 18 septembre au matin, Robert se présente volontairement au poste de police. Il veut offrir son aide aux autorités pour faire avancer l'enquête ouverte suite à la découverte du triple meurtre. Christin, son ami, fait de même. Pendant son interrogatoire enregistré, Robert explique qu'il n'a plus vu Becky depuis leur rupture en janvier. Il dit que c'est elle qui a repris contact avec lui 1 semaine auparavant pour lui proposer cette randonnée près de chez elle sur Alpine Drive. Puis vient un moment pour le moins étrange. Quand on demande à Robert ce qu'il sait de ce qui s'est passé sur les lieux, il répond spontanément « Toute la maison des Friedli a pris feu et 3 personnes sont mortes. 2 corps sont méconnaissables à cause des brûlures et une femme d'environ 20 ans a été retrouvée calcinée dans une brouette. » En entendant ça, l'enquêteur est surpris. Comment Robert peut-il savoir que le corps de Becky a été retrouvé dans une brouette? Cette information n'a pas encore été rendue publique. Questionné à ce sujet, Robert affirme que c'est Javier qui lui a raconté après s'être rendu sur place. Mais voilà le problème. Timothy Summerly, le voisin qui a découvert la scène, a pris le corps de Becky pour un mannequin au départ. Quand Javier est arrivé sur les lieux, il ne savait pas qu'il y avait des restes humains dans la brouette. En plus, comment Robert a-t-il pu décrire tout ça avec autant de précision? L'enquêteur lui demande directement s'il a tué Becky. Robert répond que non, avec un petit rire nerveux, et précise qu'il ne sait pas qui a pu commettre ces meurtres. Il ajoute aussi qu'il a entendu dire que Becky se battait parfois, et qu'il lui arrivait de penser à se suicider, de faire des rêves dans lesquels elle se tuait. L'interrogatoire se termine comme ça. Le lendemain, Robert rappelle l'enquêteur qu'il a vu la veille pour lui dire qu'il a omis quelque chose dans son récit. À savoir que pendant les 8 mois qui ont suivi leur rupture, Becky était un peu obsédée par lui. Javier aurait dit à Robert qu'elle montrait des photos de lui à ses amis et gardait toutes ses lettres dans un tiroir.
un collègue de travail, lui aurait également confié que Becky parlait beaucoup de lui et plus généralement de leur relation. Les enquêteurs notent tout, mais à ce stade, ils n'ont pas assez de preuves pour tirer de réelles conclusions. Les premières preuves. Les photos brûlées récupérées sur place ajoutent une couche supplémentaire au mystère. Parmi les restes calcinés, on retrouve plusieurs photos de Robert, une poupée de bébé également complètement brûlée et des objets d'enfance de Becky. Tout semble indiquer que quelqu'un a voulu effacer son passé ou envoyer un message macabre. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrent également que Kristin, le meilleur ami de Robert, était supposément avec lui cette nuit-là. Il avait 17 ans au moment des faits et comme Robert, il nie être allé à Pinyon Pines ce soir-là, affirmant même qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire cette randonnée avec Becky. Seulement, Javier sait que c'est faux. En plus, ce détail que Robert connaissait sur la brouette alors que cette information n'avait encore jamais été divulguée continue de tracasser les enquêteurs. Le dossier refroidit, les semaines passent et l'enquête avance, mais lentement, trop lentement. On dirait mon projet d'Abdos. La chaîne Cogitor in Shape, c'est pas pour demain. En août 2007, près d'un an après les meurtres, des mandats de perquisition sont émis pour fouiller les domiciles de Robert et Christine. Chez les deux jeunes hommes, on trouve des fusils de chasse. Mais étant donné qu'ils sont tous deux amateurs de tir, ça ne surprend personne. Chez Robert, les enquêteurs découvrent quelque chose d'intéressant. Un étui de Glock, neuf dans son emballage d'origine avec le reçu d'achat. C'est un étui pour un pistolet de calibre .40, une arme du même calibre que celle qui a tué Vicky. Et oui, à 18 ans, il a les moyens de s'offrir un étui, mais pas encore le pistolet lui-même. Les enquêteurs saisissent également le téléphone portable de Robert. En 2007, il télécharge une série de photos qui montrent une large collection d'armes à feu, notamment plusieurs fusils semi-automatiques. Robert n'apparaît sur aucune des photos, mais les armes sont bien là. Or, lors de son interrogatoire en septembre 2006, Robert avait affirmé ne posséder aucune arme à feu. Il y a aussi autre chose qui émerge pendant l'enquête. Toujours en 2007, soit quelques semaines après les meurtres, un certain Jeremy Witt travaillait avec Christine au parc aquatique Knott's Soak City à Palm Springs. Un jour, il a remarqué qu'il était dans un état second. Il n'était pas concentré et avait l'air ailleurs. C'est à ce moment-là que Christine a prononcé une phrase lourde de sens. Quelque chose a mal tourné et on a tout cramé. Sur le moment, Jeremy n'a pas vraiment compris de quoi il parlait. Mais en octobre 2007, une superviseure qui allait devenir la femme de Christine a appelé son collègue. Elle lui a dit que la police était là et qu'il ne fallait rien dire à personne du boulot. Évidemment, il a demandé pourquoi, et elle a répondu que la petite amie du meilleur ami de Christine avait été victime d'un meurtre l'année précédente. Jeremy a alors commencé à réfléchir et à repenser à une autre étrange conversation. Il s'est souvenu avoir parlé d'armes et de son service militaire avec Christine. Jeremy avait dit qu'on n'était pas forcément un tueur juste parce qu'on avait servi dans l'armée, et la réponse de Christine avait été ambiguë, quelque chose du genre « ou alors t'as tué quelqu'un », et la phrase était restée en suspens. Plus tard, Jeremy a vu un reportage sur les meurtres de Pinyon Pines à la télévision et il a fait le rapprochement. C'est ainsi qu'il a décidé de passer un appel anonyme à la police pour transmettre toutes les informations. Au fond de lui, il espérait que ça ne serait rien, mais si ça pouvait aider, autant le signaler. Pendant des années, cet appel anonyme reste un mystère pour les autorités. Elles ne parviennent pas à identifier qui les a contactés. Il y a aussi cette conversation par messagerie instantanée que Robert a eue avec sa petite amie de l'époque, Sarah, en janvier 2006, soit 8 mois avant les meurtres de Pinyon Pines. Dans cet échange, Sarah se plaignait d'un problème avec un ex-petit ami, une chose à laquelle Robert s'est empressé de répondre en proposant une solution drastique. Il lui a dit que si elle savait où il habitait, il pouvait brûler professionnellement sa maison. Quand on sait comment Becky, Vicky et John ont été tués, c'est une déclaration avec laquelle il est difficile de ne pas faire un lien. Surtout qu'elle date de 8 mois avant les meurtres. Tout s'accumule, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il n'y a pas d'arme du crime, pas de preuves médico-légales, pas de témoins. Les enquêteurs doivent se contenter de ces éléments troublants qui, mis bout à bout, dessinent un portrait inquiétant. Mais pour l'instant, personne n'est arrêté. L'affaire commence à refroidir. Les mois passent, puis les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Toujours rien. Les proches de Becky, Vicky et John commencent à perdre espoir. Ils voient l'enquête s'enliser et les pistes se perdre dans les méandres administratifs. Tout le monde dans la petite communauté sait qui sont les principaux suspects. Les rumeurs circulent et murmurent le nom de Robert Pape.
Mais devant un tribunal, les rumeurs ne suffisent pas. Il faut des preuves concrètes, et pour l'instant elles manquent cruellement. Ce dossier est en train de devenir un cold case, sauf que Ron Fridley, le père de Becky, n'est pas du genre à abandonner, pas quand il s'agit de sa fille. Et quelques années plus tard, il va prendre les choses en main d'une manière spectaculaire qui va relancer toute l'affaire. La campagne médiatique. En 2012, soit 6 ans après les meurtres, Ron prend les choses en main. Il fait appel à Luis Bolaños, l'un de ses anciens collègues au département du shérif devenu enquêteur privé. Luis connaît bien la famille Fridley et suit l'affaire depuis le premier jour. Quand Ron le contacte, Luis accepte de travailler pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Son objectif est simple, relancer l'enquête et faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent. Luis sait que les gens ont tendance à oublier les cold cases. Le temps passe, le public passe à autre chose, et ces affaires restent non résolues. Par conséquent, il décide de faire quelque chose de radical pour ramener cette histoire sous les projecteurs, organiser une reconstitution des meurtres. En collaboration avec un producteur et réalisateur talentueux nommé Hollywood Heard, Luis met en scène les faits tels qu'ils se sont supposément déroulés selon les rapports de police. Le résultat est d'un réalisme saisissant. La reconstitution montre Becky dans la brouette en flammes. Elle passe à la télévision à travers tout le pays et fait l'effet d'une bombe. Parfait. L'affaire revient alors sur le devant de la scène et les médias s'en emparent à nouveau. Mais Luis ne s'arrête pas là car il monte aussi une campagne médiatique d'envergure. Des panneaux publicitaires géants sont installés dans toute la région, montrant le visage souriant de Becky à côté d'une image simulée de son corps brûlé dans la brouette. L'enquêteur privé veut que les gens se souviennent de la jeune femme et réalise l'horreur qu'elle a vécue dans ces derniers instants. Il joue sur l'effet choc. Il souhaite aussi que le ou les tueurs sachent qu'on ne les a pas oubliés et qu'on les traque toujours activement. Et cette stratégie fonctionne au-delà de toute espérance. La ligne téléphonique mise en place génère plus de 3000 appels téléphoniques. 3000 appels dans une affaire qui est un cold case. Des gens qui se souviennent de quelque chose, qui ont vu quelque chose, qui veulent aider. Parmi ces milliers d'appels, il y a celui de Daniela Zermeño, une cousine de Becky qui n'avait jamais été contactée par les enquêteurs, bien qu'elle détenait des informations cruciales depuis le début. Ça faisait 7 ans qu'elle attendait que quelqu'un l'écoute. 7 ans de silence forcé. Mais grâce à la pression médiatique de Luis, elle peut enfin raconter ce que Becky lui a dit la veille de sa mort. Nouveau rebondissement. En 2013, 7 ans jour pour jour après les meurtres, Luis organise une conférence de presse sur le site même du crime à Piñon Pines. Il a bien l'intention de marquer le coup et pour ce faire, il présente publiquement Daniela, qui raconte que la veille des meurtres, le 16 septembre 2006, elle a vu Becky ce soir-là. La victime avait raconté à sa cousine que Robert, son ex-petit ami, était venu la voir à son travail au Denny's et qu'il l'avait harcelée au point d'être expulsée du restaurant. Daniela explique qu'à la suite de cette altercation, elles avaient discuté de la randonnée prévue le lendemain. Becky voulait avoir une conversation avec Robert, mais uniquement pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que leur relation était terminée. Après la prise de parole de Daniela, Luis parle à son tour devant les journalistes pour détailler ce qu'il pense être le déroulé des faits. Il explique que les suspects ont emmené Becky quelque part, l'ont aspergée d'essence et l'ont embrasée, avant de mettre le feu à la maison de sa famille pour couvrir leurs traces. À ce stade, Ron et Luis sont convaincus d'une chose. Il existe au moins 7 conflits d'intérêts directs entre la famille Fridley et des personnes impliquées dans cette enquête. Plusieurs inspecteurs qui travaillaient sur le dossier, y compris celui qui en avait la charge au début, étaient des amis proches ou d'anciens collègues du père de Becky. C'est d'ailleurs précisément à cause de ces problèmes de conflits d'intérêts que Luis a accepté de prendre l'affaire pro bono. Ces relations pourraient aider la défense à faire rejeter l'affaire si quelqu'un était finalement inculpé. En février 2014, Ron et Luis organisent une nouvelle conférence de presse, cette fois devant le tribunal historique du comté de Riverside. Ils demandent publiquement qu'une agence externe prenne l'enquête en charge, soit le bureau du procureur général de Californie, soit le bureau du shérif d'un autre comté comme ceux de San Bernardino, San Diego ou Los Angeles. Parallèlement, Ron explique aux médias que plus d'1 an auparavant, le bureau du shérif avait dit à la chaîne NBC de Palm Springs qu'une arrestation était imminente. Seulement, il n'y en a eu aucune. Luis affirme que son équipe a identifié de potentiels suspects, mais que les liens entre ces individus et les gens qui travaillent pour le shérif et le procureur créent un problème majeur. Et il y a une autre chose qui inquiète particulièrement Ron et son ami.
Le matin suivant les meurtres, Robert a appelé le restaurant Denny's où Becky était employée et a demandé à parler à son superviseur pour lui dire qu'elle ne viendrait pas travailler. Ron et Louis ne voient pas que 4 possibilités qui puissent expliquer comment son ex a eu connaissance de ces informations qui n'avaient pas été rendues publiques à l'époque. Soit il était présent sur les lieux et a vu ce qui s'est passé sans forcément être impliqué, soit la personne qui a commis le crime lui a dit, soit c'est l'un des enquêteurs qui a trop parlé, soit il est le meurtrier. Comme le souligne Ron, quoi qu'il se soit vraiment passé, ce sont des détails que seules les autorités étaient censées connaître. Le bureau du procureur du comté de Riverside répond par un communiqué laconique. Il y est dit que l'enquête est en cours et qu'étant donné qu'aucune accusation n'a été portée pour le moment, il n'y aura aucun autre commentaire. Il précise qu'avant de décider de désigner formellement un suspect, ils doivent croire qu'ils peuvent prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal. En d'autres termes, comme c'était déjà le cas juste après les faits, les forces de l'ordre ont déjà les yeux rivés sur une ou plusieurs personnes, mais il n'y a pas assez de preuves, sauf que toute cette pression médiatique ne reste pas sans effet. La conférence de presse, les panneaux publicitaires et la reconstitution télévisée, tout ça commence à porter ses fruits. Les gens se souviennent de l'affaire et des indices remontent jusqu'à la surface, jusqu'à ce qu'il y ait un impressionnant coup de théâtre. Les arrestations. En mars 2014, plus de 7 ans après les meurtres, Robert Papey et Christine Smith sont inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre, avec circonstances spéciales de meurtres multiples. Un grand jury a entendu les témoignages, examiné les relevés de téléphone portable et les preuves ADN, et ils ont finalement décidé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour que les 2 hommes puissent être arrêtés. Robert et Christine, tous 2 âgés de 25 ans à ce moment-là, sont formellement accusés d'avoir tué Becky Friedli, Vicky Friedli et John Hayward le 17 septembre 2006. Ça y est, les autorités tiennent enfin des suspects officiels. 2 hommes qui vont devoir répondre de leurs actes devant un tribunal. Seulement, voilà le problème. Inculper quelqu'un ne garantit en rien qu'il va être condamné. Ce sont 2 choses bien différentes, surtout quand l'affaire repose sur des preuves circonstancielles, des témoignages parfois contradictoires et une scène de crime en grande partie détruite par les flammes. Et très vite, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement qui va, encore une fois, tout compliquer. Ça rebondit dans tous les sens. C'est pire qu'un épisode des experts. Abandon des accusations. Le 6 octobre 2014, soit près de 7 mois après les arrestations de Robert et Christine, c'est la stupéfaction chez les proches des victimes. Le bureau du procureur du comté de Riverside annonce qu'il abandonne toutes les charges qui pesaient contre eux. Dans un communiqué de presse, il est expliqué qu'après un examen plus approfondi des procédures du grand jury, des problèmes juridiques sont apparus concernant l'affaire. Ces problèmes rendraient apparemment l'abandon des charges appropriées, pour le moment. Mais leur nature exacte n'est pas précisée. Le bureau du procureur du comté de Riverside refuse de donner plus de détails et se contente de dire que l'enquête se poursuit. Pour la famille des victimes, c'est un coup de massue. Comment est-ce possible que 2 suspects aient pu être inculpés de triple meurtre puis relâchés à peine quelques mois plus tard? Peu de temps après cette annonce, Christine et Robert sortent de prison. Pour eux, comme pour leurs proches, c'est la preuve incontestable que le système a bien fonctionné et qu'ils étaient innocents depuis le début. Pour Ron et Louis, c'est tout autre chose. C'est la preuve que quelque chose cloche véritablement dans la façon dont cette affaire est gérée. Il y a un truc pourri là-dedans. Et il se trouve que c'est l'ancien procureur du district, Paul Zellerbach, qui était chargé du dossier à ce moment-là. Et devinez quoi? Il était en pleine campagne de réélection. L'homme n'en est d'ailleurs pas à sa première controverse. En 2006, alors qu'il était juge, la commission californienne sur les performances judiciaires l'avait réprimandé pour être allé à un match de baseball pendant qu'un jury délibérait dans une affaire de meurtre. Ah ouais, il en avait rien à faire. Et j'ai vérifié, il a vraiment fait ça. C'est comme si là je me levais au milieu de la vidéo pour aller me poser dans mon canapé. En 2010, nouvelle réprimande pour avoir critiqué publiquement le bureau du procureur alors qu'il prévoyait secrètement de se présenter contre son patron. Et en avril 2014, en pleine campagne de réélection, Paul Zellerbach est filmé en train d'arracher les panneaux de campagne de son adversaire, Mike Estrin. C'est là que ça devient intéressant. Qui a filmé cette vidéo d'après vous? Javier Garcia Senior, le père de Javier Garcia Junior, le meilleur ami de Becky. Résultat, Paul Zellerbach l'accuse immédiatement de lui en vouloir personnellement. Pourquoi?
parce qu'il a refusé d'accorder l'immunité à son fils en échange de son témoignage devant le grand jury dans l'affaire Pinyon Pines. Paul Zellerbach affirme publiquement que Javier Garcia Sr. le ciblait pour cette raison et que c'était une vengeance personnelle. Cette déclaration publique inquiète beaucoup les forces de l'ordre. Plusieurs associations de police du comté organisent une conférence de presse pour demander la démission de Paul Zellerbach. Ils craignent que ces déclarations publiques sur Javier Garcia et l'affaire Pinyon Pines ne compromettent définitivement l'enquête. Mais ce n'est pas tout. La défense de Robert Pape avait assigné Paul Zellerbach à témoigner lors d'une audience. Le juge lui avait donc ordonné de se présenter à cette audience prévue un lundi. Le vendredi précédent, le bureau du procureur avait annoncé l'abandon de toutes les charges contre Robert et Christin. Louise pense que c'est trop gros pour être une coïncidence. Durant sa campagne de réélection, Paul Zellerbach aurait-il porté des accusations à la hâte pour montrer aux électeurs qu'il résolvait des affaires importantes? A-t-il commis des erreurs juridiques devant le grand jury? A-t-il abandonné les charges pour éviter de devoir témoigner sur ses propres dysfonctionnements? Il semblerait qu'il ait effectivement commis des erreurs juridiques devant le grand jury. Des preuves favorables aux accusés n'ont pas été présentées. Un témoin qui devait parler a finalement invoqué son droit au 5e amendement et s'est muré dans le silence. Bref, tout s'est écroulé. Paul Zellerbach dira plus tard que toute allégation selon laquelle il aurait mal géré l'affaire est fausse et que toute personne qui la profère est mal informée. Il a tenu à rappeler que son prédécesseur avait refusé de porter des accusations après que le département du shérif ait soumis ses conclusions, mais que son bureau, après avoir rencontré les enquêteurs et mené sa propre enquête, avait décidé de le faire. Seulement voilà, ça n'a pas tenu. Retour à la case départ. Paul Zellerbach perd son élection en juin 2014, battu par Mike Hestrin de près de 9 points de pourcentage. Un nouveau procureur qui va changer la donne. Nouvelle preuve. Tandis que 2015 arrive, rien ne se passe officiellement, mais dans l'ombre, les choses bougent. En avril, un nouvel élément émerge et fait renaître l'espoir. Le département du shérif du comté de Riverside assigne de nouveaux enquêteurs au dossier pour que toutes les preuves soient réexaminées. Ils sont chargés de repasser au peigne fin tout ce qui a été collecté depuis 2006 et surtout, ils vont utiliser les nouvelles technologies disponibles. Pendant ce temps, Mike Hestrin, le nouveau procureur du district, s'intéresse très vite à l'affaire de Pinyon Pines. Il veut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les charges ont été abandonnées et s'il est possible de faire quoi que ce soit pour que l'enquête redémarre. Et ça va faire toute la différence. Entre 2015 et 2016, les enquêteurs font des découvertes cruciales. D'abord, ils retestent une pièce à conviction clé trouvée sur la scène de crime, une carte de visite. Cette carte appartenait à un directeur de l'organisation Respect for Human Life du diocèse catholique de San Bernardino, une personne qui avait un lien étroit avec la mère de Robert Pape. En 2006, la carte avait été trouvée à près de 200 mètres derrière la maison des Friedli. Mais à l'époque, les tests ADN avaient montré la présence d'un mélange d'au moins 2 profils génétiques, et celui de Robert ne faisait pas partie du lot. Christin, quant à lui, n'avait pas pu en être formellement exclu, mais les résultats n'étaient pas concluants. La probabilité qu'une correspondance se produise au hasard était alors estimée à 1 sur 320 000. Mais il y a quelque chose d'étrange. Durant 12 ans, 2 experts en empreintes digitales de l'État ont analysé cette carte, et les 2 ont formellement exclu Robert et Christin. Pendant 12 ans, les empreintes ne correspondaient pas. Puis en 2016, une nouvelle analyse du département de justice de Californie examine les cartes à nouveau, et là, subitement, elle trouve suffisamment de points de similitude pour affirmer que les empreintes correspondent à celles de Christin. Comment est-ce possible? 2 experts disent non, puis un 3e dit oui. La défense soulève évidemment cette contradiction, mais les nouvelles conclusions tiennent. En plus, un laboratoire ADN teste à nouveau la carte avec de nouvelles technologies, et là, bingo! Les résultats montrent que 2 doigts de Christin ont touché cette carte. La probabilité que quelqu'un d'autre que lui soit le donneur majeur de cet ADN est de 1 sur 28 trillions. Un chiffre astronomique. Est-ce que vous voyez ce que ça fait déjà? 1 trillion. Donc, grâce aux nouvelles technologies, on est passé de 1 sur 320 000 à 1 sur 28 trillions. Alors oui, certains diront qu'étant donné qu'une carte de visite est faite pour aller là où son propriétaire ne va pas, elle est transférable par nature. Si un vendeur vous donne sa carte dans un café et que vous êtes tué chez vous le soir même, est-ce que ça fait de lui un meurtrier? Non, sauf que, rappelez-vous, Christin a toujours nié être allé près de la maison des Friedli.
Ça va être difficile pour lui d'expliquer comment son ADN et ses empreintes se sont retrouvés sur une carte de visite, abandonnée à 200 mètres derrière la propriété des victimes. Et il n'y a pas que ça, parce que les enquêteurs ont fait une autre découverte importante en identifiant enfin cet appelant anonyme qui avait contacté la police des années auparavant. En 2016, ils parviennent à retrouver Jérémy et quand ils l'interrogent, il confirme tout. Sa déclaration de 2007 est vérifiée et documentée. En 2014, après sa première arrestation, Robert a également passé des coups de fil depuis la prison. Et comme c'est une tôle, les appels sont enregistrés. Dans ses conversations avec sa femme de l'époque, Sarah, Robert parle de cacher des armes à feu non enregistrées, dont une du même calibre que celle utilisée pour tuer Vicky Fridley, un calibre 40. Les enquêteurs reprennent aussi l'analyse des données de localisation des téléphones portables avec de nouvelles techniques. Ils réévaluent les signaux captés par les antennes relais le soir du 17 septembre 2006 et ils concluent que les téléphones de Robert et Kristen se déplaçaient ensemble en direction du sud sur Monterey Avenue, aussi appelée Highway 74, la route qui monte dans les montagnes vers Pinyon Pines. Vers 19h, leurs téléphones sont actifs. Puis, au moment supposé des meurtres, les deux mobiles cessent complètement d'émettre, comme s'ils avaient été éteints en même temps. Mais il y a un problème avec ces données cellulaires, un problème de taille. La couverture téléphonique en 2006 n'a rien à voir avec celle de 2015 ou 2016 quand les experts font leur analyse. Un expert en téléphonie le dit clairement. Les variables sont trop importantes, que ce soit la météo, le trafic sur les antennes ou les obstacles physiques. On ne peut pas avoir confiance dans le fait que la couverture de 2015-2016 reflète celle de 2006. C'est juste impossible à vérifier. En plus, un agent spécial du FBI admet que dans le cas de Kristen, il n'était pas inhabituel que son téléphone n'affiche aucune activité pendant ces heures-là. Alors, est-ce que leurs téléphones étaient éteints volontairement pour éviter les appels de Becky, comme ils le prétendent, ou est-ce qu'ils étaient dans une zone sans couverture comme Pinyon Pines? Les deux hypothèses sont plausibles. Quand on combine tout ça avec les autres preuves, le tableau d'ensemble devient de plus en plus étrange. Sans parler de ce détail qui a toujours tracassé les enquêteurs. Souvenez-vous, le 18 septembre 2006, soit le lendemain des meurtres, Robert a été questionné par les policiers. Il s'était présenté volontairement au commissariat pour offrir son aide, mais pendant cet interrogatoire, il avait mentionné un détail qui n'avait pas encore été rendu public. Il était au courant que les restes de Becky avaient été trouvés dans une brouette. Et pour les autorités, il ne pouvait le savoir que parce qu'il était impliqué. Nouveau procès. Avec toutes ces nouvelles preuves en main, le nouveau procureur du district décide qu'il y a suffisamment d'éléments pour porter à nouveau des accusations. Donc, le 8 juin 2016, soit près de 10 ans après les meurtres et 2 ans après l'abandon des premières charges, Robert Pape et Kristen Smith sont à nouveau arrêtés. Les deux hommes, maintenant âgés de 28 et 27 ans, sont à nouveau inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre, avec des circonstances spéciales de meurtres multiples. Mais nouveau rebondissement. Non, je rigole. Ça suffit là. Cette fois, les charges vont tenir. Le procès est fixé pour avril 2018, soit près de 12 ans après les faits. 12 longues années pendant lesquelles la famille des victimes a attendu que justice soit rendue. 12 années pendant lesquelles Robert et Christy ont vécu leur vie, se sont mariés, ont eu des enfants. Kristen est même devenu un vétéran de guerre décoré. Il a servi pendant 6 ans et 5 mois comme fantassin. 5 déploiements au total, 4 en Afghanistan, 1 en Irak. Il a suivi des formations d'élite, Airborne, Rangers, tireurs d'élite. Et en Afghanistan, lors d'un engagement avec l'ennemi, il a risqué sa vie pour sauver un autre ranger qui avait pris une balle dans le dos. C'est à ce moment qu'une balle lui a déchiré le bras, mais il a continué de se battre et à protéger ses hommes pour assurer leur évacuation. Cet acte de bravoure magnifique lui a valu son 2e Purple Heart. En tout, il cumule 2 Purple Hearts, 4 Army Commendation Medals, dont une avec distinction de bravoure, et 3 Army Achievement Medals. En gros, c'est bien. Ses compagnons d'armes témoignent lors du procès. Ils parlent de son courage, de son altruisme et du fait qu'il était prêt à donner sa vie pour eux. Oui, d'accord. Mais rien de tout ça ne change quoi que ce soit à ce qu'on lui reproche. Maintenant, il va falloir qu'un jury décide si ces 2 hommes sont coupables ou innocents du triple meurtre de Pinyon Pines. Le procès. Le 16 avril 2018, le procès de Robert Pape et Kristen Smith s'ouvre enfin au tribunal de Riverside. Ils sont tous les deux inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre, au premier degré, avec des circonstances spéciales de meurtres multiples. S'ils sont reconnus coupables,
Ils encourent la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quand l'avocat de Christine prend la parole, il attaque frontalement l'affaire de l'accusation et condamne les preuves ADN en affirmant qu'elles ne sont pas crédibles. Il explique que l'un des laboratoires responsables des données fournies aux forces de l'ordre a fait faillite et que des éléments de preuve utilisés pour tirer des conclusions concernant son client n'ont pas été conservés. Selon l'avocat, Jeremy Witt n'est venu témoigner qu'après qu'une récompense de 50 000 $ ait été annoncée pour des informations menant à une condamnation. Les relevés bancaires de Robert Pape sont également présentés. Ils montrent qu'il n'y a eu aucune activité sur son compte le 17 septembre, le jour des meurtres. Les enregistrements des premiers interrogatoires de Robert et Christin avec les forces de l'ordre sont diffusés plusieurs fois au jury. Leurs déclarations suggèrent qu'ils nourrissaient une certaine animosité envers Becky. Le procureur présente les données de localisation des téléphones, les messages instantanés de Robert qui parlait de brûler professionnellement une maison et les menaces qu'il a proférées des semaines avant les meurtres. Il présente aussi le témoignage de Javier Garcia qui affirme que Becky lui a dit qu'elle allait faire cette randonnée avec Robert et Christine et que c'est son ex qui avait repris contact avec elle après des mois de silence. Sauf que là, il y a un problème. Durant le procès, Javier soutient qu'il a dit à Robert que Becky était dans une brouette le lendemain des meurtres quand il l'a appelé, ce qui expliquerait pourquoi il le savait lors de son interrogatoire avec la police. Mais 12 ans plus tôt, Javier avait dit aux enquêteurs que c'est Robert qui lui avait parlé de la brouette. Pas l'inverse. Son histoire a changé. Au procès, Jeremy Witt ne témoigne pas en personne. En fait, il invoque son droit au 5e amendement pour ne pas s'auto-incriminer dans une affaire séparée qui le concerne. Son témoignage de 2016 est donc simplement lu au jury. Et évidemment, la défense attaque sa crédibilité de plein fouet. Elle fait venir des témoins qui affirment que Jérémy a été condamné pour crime, qu'une ordonnance restrictive a été émise contre lui et qu'il est connu pour être agressif. Il nie ces accusations et présente même des documents du corps des Marines le rappelant en service actif après la prétendue condamnation. Mais le doute est semé. Est-ce un témoin fiable ou quelqu'un qui cherchait juste à empocher la récompense de 50 000 $? Le verdict. Le 23 mai 2018, les plaidoiries finales commencent. Le procureur adjoint reconnaît que Robert et Christin n'ont peut-être jamais eu l'intention de tuer Becky, mais plutôt juste de l'intimider. Mais bon, une fois les meurtres commis derrière la maison, la seule alternative pour couvrir leurs traces était de prendre les vies des dernières personnes à l'avoir vue vivante, celles de Vicky Friedli et John Hayward. Le 7 juin 2018, après 29 jours de procès au total et 10 jours de délibération, les verdicts tombent, et ils sont nuancés. Robert Pape est reconnu coupable de meurtre au 1er degré de Vicky Friedli et John Hayward, et du meurtre au 2e degré de Becky. Quant à Christine Smith, il est reconnu coupable des meurtres au 1er degré de Vicky Friedli et John Hayward. Par contre, il est acquitté du meurtre de Becky, tant au 1er qu'au 2e degré. Ces verdicts différents en disent long. Le jury semble avoir cru que quelque chose avait mal tourné avec Becky, probablement entre elle et Robert, que Christine était peut-être présent mais pas directement impliquée dans sa mort, et que les deux hommes ont ensuite décidé de tuer Vicky et John pour éliminer les témoins. C'est exactement ce que Jeremy Witt avait rapporté avec la phrase « Quelque chose a mal tourné et on a tout cramé ». Le procureur adjoint lui-même a reconnu que Robert et Christin n'ont peut-être jamais eu l'intention de tuer Becky, mais plutôt juste de l'intimider. La sentence. Le 10 août 2018, Robert et Christine sont condamnés. Le juge Bernard Schwartz impose la peine maximale. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les deux hommes. Robert et Christine prennent la parole et tous deux maintiennent leur innocence. Leurs avocats annoncent immédiatement qu'ils feront appel, mais pour l'instant, les deux hommes sont emmenés hors du tribunal, direction la prison où ils ne sont pas prêts de ressortir. 12 ans après les meurtres de Pinyon Pines, l'affaire est officiellement close, du moins pour les autorités. Les doutes qui demeurent, sauf que les zones d'ombre demeurent. Comment expliquer que pendant 12 ans, 2 experts en empreintes digitales aient exclu Christin, puis qu'un 3e l'identifie soudainement? Comment faire confiance aux données de localisation cellulaire de 2006 analysées avec la technologie de 2016, alors que les experts admettent que la couverture a radicalement changé? Comment expliquer que Javier Garcia a changé son histoire entre 2006 et 2018 sur qui a parlé de la brouette en premier? Jeremy Witt était-il un témoin crédible ou un opportuniste?
Paul Zellerbach a-t-il saboté la première inculpation pour éviter de devoir témoigner au sujet de ses propres erreurs? Les 7 conflits d'intérêts identifiés par Ron Friedli ont-ils compromis l'enquête dès le début? Eh ben, on ne sait pas vraiment. Et aujourd'hui encore, un site web existe, pinionpinsmurders.com. Il détaille toutes les incohérences, contradictions et failles de l'accusation. Il clame l'innocence de Robert et Christin. La question demeure donc, est-ce que le jury a eu raison ou est-ce que ces 2 hommes, dont un soldat émérite, purgent une peine à perpétuité pour un crime qu'ils n'ont pas commis? Une chose est sûre, cette affaire restera à jamais marquée par les dysfonctionnements systémiques, les conflits d'intérêts, les preuves contradictoires et les zones d'ombre qui l'ont entourée du premier au dernier jour. De la nuit du 17 septembre 2006 jusqu'au verdict de 2018, l'affaire Friedli illustre comment un système judiciaire peut dysfonctionner même quand il finit par condamner et comment la recherche de justice peut être entravée non pas par un manque de preuves, mais par ceux-là même qui sont censés la servir. Voici pour cette affaire de dingue. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « Brouette » en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'oubliez pas non plus le lien en description pour suivre les épisodes en podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi. Ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Salut!